Mécanisme psychopathologique selon le modèle cognitiviste. Si le modèle cognitiviste reconnaît l'existence de l'inconscient, celui-ci a, selon lui, une autre nature que celle de la psychanalyse. Pour le modèle cognitiviste, l'inconscient est fait d'habitudes comportementales, idéiques et émotionnelles spécifiques qu'il est possible de transformer par des exercices. Donc, pour le modèle cognitiviste, l'inconscient est fait d'habitudes comportementales, idéiques et émotionnelles spécifiques qu'il est possible de transformer par des exercices. Le modèle cognitiviste considère qu'il n'y a pas de monde objectif et que chaque individu construit sa perception subjective du monde et sa relation avec lui, à la faveur du sens qu'il donne aux informations issues de celui-ci. La thérapie cognitive, souvent associée aux thérapies comportementales, postule en faveur du fait que les systèmes de croyance, de pensée et d'interprétation de la réalité de l'individu ont un impact prééminent sur ses émotions et ses comportements. Le sujet traite l'information qui lui vient du monde extérieur ou de lui-même à partir de dispositions inconscientes qui sélectionnent et biaisent les informations reçues. Ces dispositions l'amènent à estimer le monde comme étant dangereux, inquiétant, immuable, inintéressant, ou, à l'inverse, à l'appréhender de manière sereine, exaltante, etc. Selon ces dispositions, le sujet peut se sentir plein de capacités, de valeur, ou au contraire, se sentir inutile et sans valeur. Pour le modèle cognitif, les cognitions sont des habitudes de pensée. Les représentations mentales sont organisées en schémas cognitifs. Donc, pour le modèle cognitif, les cognitions sont des habitudes de pensée. Les représentations mentales sont organisées en schémas cognitifs, c'est-à-dire des croyances inconscients, donc des schémas cognitifs inconscients. Et ces schémas cognitifs inconscients s'actualisent en permanence en fonction des stimuli extérieurs. Ces schémas de pensée, acquis par l'apprentissage, restent stockés dans la mémoire de la personne et des processus cognitifs les transforment en pensées automatiques facilement accessibles à la conscience. Ces schémas cognitifs trouvent leur origine dans l'éducation, l'apprentissage social et les expériences individuelles de chaque individu. Et celui-ci se forge à partir d'eux des règles et des principes de vie plus ou moins impératifs que l'on nomme postulats silencieux, des postulats silencieux qui guident son raisonnement quotidien. Ces schémas définissent la vision du monde, des autres et de soi-même, d'un individu. Les pathologies psychiques s'expliqueraient par une distorsion des schémas cognitifs, et ceux-ci sont la cible des thérapies cognitives. Le fonctionnement psychologique normal. Le champ d'investigation des thérapies cognitives concerne le traitement de l'information. Les comportements et les affects vécus par le sujet sont en lien avec les informations qu'il reçoit en provenance du monde extérieur et de son propre organisme. Ces informations prennent sens pour lui après avoir été sélectionnées et traitées par son système cognitif, à partir de deux types d'éléments. Des éléments structurels, que sont les schémas et les postulats, et des éléments processuels, processus et événements cognitifs. Alors les schémas cognitifs. Les schémas cognitifs s'élaborent en lien avec les premières expériences relationnelles du sujet immergé dans son environnement sous forme de traces sensorielles et affectives. Donc les schémas cognitifs s'élaborent en lien avec les premières expériences relationnelles du sujet lorsqu'il est immergé dans son environnement sous la forme de traces sensorielles et affectives. Ces traces s'organisent en schémas qui, à force de répétition, orientent la perception que se fait le sujet des informations qu'il reçoit. Exemple,
Un enfant entouré d'attention et de douceur perçoit les marques de cette attention et de cette douceur à travers les paroles et les comportements de ceux qui l'entourent. Il ressent un bien-être lié à ces marques et intègre progressivement un schéma de compréhension et d'appréhension du monde et de lui-même basé sur un sentiment de sécurité et de valeur personnelle. Ce schéma devient un élément structurel de sa personnalité et il conditionne sa relation au monde. Donc le schéma conditionne sa relation au monde. Les schémas cognitifs sont des identités organisées qui contiennent à un moment donné tout le savoir d'un individu sur lui-même et sur le monde. Ils guident l'attention et la perception sélective des stimuli environnementaux. La construction des schémas cognitifs chez l'enfant. Ces schémas jouent un rôle décisif dans la manière dont l'individu perçoit le monde qui l'entoure, ainsi que sur la place qu'il occupe dans ce monde. Ils induisent des déformations de l'information qui arrivent à la conscience de l'individu, ceci afin de la rendre compatible avec les informations déjà stockées dans l'inconscient. Entre parenthèses, les schémas cognitifs. C'est le mécanisme d'assimilation. Donc je reprends la construction des schémas cognitifs chez l'enfant. Ces schémas jouent un rôle décisif dans la manière dont l'individu perçoit le monde qui l'entoure, ainsi que sur la place qu'il occupe dans ce monde. Ils induisent des déformations de l'information qui arrivent à la conscience de l'individu. Ceci afin de la rendre compatible avec les informations déjà stockées dans l'inconscient, les schémas cognitifs. Et ça se nomme le mécanisme d'assimilation. Les schémas cognitifs sont donc des structures adaptatives qui s'expriment à un niveau inconscient. Ils sont stockés dans la mémoire à long terme et sont constitutifs de la personnalité. Donc, on a les premières expériences chez le jeune enfant. Cela produit un développement de schémas et de croyances primaires. Ensuite, l'enfant est confronté à de nouveaux incidents critiques. À ce moment-là, il y a activation des schémas et des croyances primaires qui se sont développées lors des premières expériences chez le jeune enfant. Et ces activations des schémas et croyances primaires engendrent des pensées automatiques qui se traduisent par des émotions, par des réponses physiologiques et par un comportement. Les principaux types de schémas cognitifs. Jeffrey Young a défini 18 schémas précoces inadaptés classés en 5 grandes catégories. Donc, on va voir ces catégories. Donc, Jeffrey Young a défini 18 schémas précoces inadaptés. Donc, dans les catégories de schémas, on a les schémas précoces de séparation et de rejet, catégories qui engendrent des schémas d'abandon, instabilité, de méfiance, abus, de manque affectif, d'imperfection et de honte, d'isolement et d'aliénation. Ensuite, autre catégorie, les schémas précoces de manque d'autonomie et de performance. Et ces schémas de manque d'autonomie et de performance vont engendrer de l'échec, de la dépendance, de l'incompétence, de la peur des événements inévitables et incontrôlables, une surprotection et une personnalité atrophiée. Autre catégorie de schémas, les schémas précoces de manque de limites. Et cette catégorie va engendrer des schémas de droit personnel dominance, manque de contrôle de soi, manque de discipline personnelle. Ensuite, autre catégorie, les schémas précoces de dépendance des autres, catégorie qui va créer des schémas d'assujettissement, d'abnégation, de besoin d'approbation. Et enfin, dernière catégorie de schémas, les schémas précoces de survigilance et d'inhibition,
qui vont créer des schémas de peur par rapport aux événements évitables, des schémas de négativité, un surcontrôle, des idéaux exigeants et des schémas de punition. Ensuite, après les schémas cognitifs, après les principaux types de schémas cognitifs, les postulats cognitifs. Donc le schéma cognitif s'exprime par le biais de postulats. Ceux-ci sont des éléments psychiques conscients ou préconscients, se manifestant par un ensemble de règles plus ou moins explicites et plus ou moins flexibles. Entre guillemets, je ne dois pas faire confiance aux hommes. Ou alors, entre guillemets, les femmes sont toutes frivoles, etc. Exemple. Pour Max, le monde est une jungle. Entre parenthèses, postulat cognitif. Donc le monde est une jungle. Dans la vie en général, il faut se méfier et se battre pour survivre. Entre parenthèses, schéma de méfiance et de danger. Rien n'est donné à personne sans effort, et plus on en fait, plus on est méritant dans la vie. C'est un autre postulat cognitif. Donc je reprends ces quelques lignes. Donc pour Max, le monde est une jungle, c'est son postulat cognitif. Dans la vie en général, il faut se méfier et se battre pour survivre. C'est un schéma de méfiance et de danger. Rien n'est donné à personne sans effort, et plus on en fait, plus on est méritant dans la vie. Et ça, c'est un autre postulat cognitif. En revanche, pour Isabelle, son épouse, la vie est une aventure. Elle pense qu'il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent et rester toujours ouvert à la nouveauté, même si c'est déstabilisant parfois. Elle pense également qu'il est important de faire confiance au destin qui finit toujours par ouvrir des opportunités, schéma de confiance. Elle répète régulièrement « qui n'essaye rien n'a rien ». C'est son postulat cognitif. Max et Isabelle ont une fille de 20 ans, nommée Esther. Celle-ci suit des études à la fac et travaille dans un restaurant en tant que serveuse chaque fin de semaine afin de gagner de quoi mettre de côté pour un projet professionnel futur. Elle n'hésite pas à accepter de faire des heures supplémentaires à son travail, disant que son projet ne se montera pas si elle ne se donne pas la peine de se battre pour le mettre en place. Et comme elle ne ménage pas sa peine dans ses études également, elle a tendance à s'épuiser. Quand elle est en vacances, en revanche, elle change complètement d'état d'esprit. Elle saute sur toutes les occasions qui se présentent pour voyager et découvrir de nouveaux univers et de nouvelles personnes et vit de façon décontractée. Max et Isabelle ont chacun une vision du monde différente. Les événements de vie qu'ils vivent sont interprétés suivant le prisme de leurs schémas et postulats cognitifs respectifs. Esther a intégré un mélange de ces deux types cognitifs, alternant l'un et l'autre suivant les situations. Postulat et schéma cognitif sont donc les deux phases de la même structure. Le schéma présentant la face immergée, entre parenthèses inconsciente, le postulat la face émergée, entre parenthèses préconsciente. Les postulats sont en quelque sorte la mise en mots, MOTS, des schémas. Exemple, l'enfant qui a baigné dans un environnement chaleureux percevra le monde à travers un schéma de confiance qui se traduira verbalement dans ses situations de vie par des pensées du type « j'en suis capable, je peux lui faire confiance ». Celui qui a baigné dans un environnement critique et dévalorisant percevra le monde à travers un schéma de méfiance et de peur du contact. Donc celui qui a baigné dans un environnement critique et dévalorisant percevra le monde à travers un schéma de méfiance et de peur du contact qui se traduira verbalement par des pensées du type « tout le monde m'en veut, je n'ai aucune valeur ».
Donc les postulats comme les schémas se construisent dans l'expérience régulière, répétée, confirmée par le quotidien familial et scolaire. Ils sont le résultat des pressions parentales et environnementales. Injonctions, prescriptions, principes moraux, mais aussi modèles de comportement. L'absence de règles fait elle aussi pression et génère tout autant la construction de postulats, car l'enfant laissé seul ou sans repère va rechercher l'attention de l'autre, de quelque nature qu'elle soit. Exemple, Maxime, 6 ans, vit avec sa mère divorcée, qui part tôt le matin à son travail et rentre tard le soir. Pendant les absences de sa mère, il est gardé par une nourrice qui s'occupe de 4 autres enfants et qui ne peut lui accorder toute l'attention qu'il réclame. Progressivement, Maxime remarque que lorsqu'il agresse les autres enfants, il obtient de l'attention, même si cette attention n'est guère chaleureuse. Un enfant ne peut pas rester sans exister dans le regard de l'autre. Il cherche à attirer l'attention, même si celle-ci est dévalorisante et facteur de souffrance. Quand on manque d'intérêt pour lui de façon récurrente, il a tendance à rechercher, à capter le regard de l'autre, le parent ou l'éducateur, en ayant des comportements inadaptés de violence ou d'agitation par exemple. Ces expériences participent à la construction de schémas cognitifs péjoratifs sur sa propre valeur et à l'installation de postulats impératifs du genre « je dois agresser l'autre, sinon je n'existe pas ». Quand la force des postulats et leur orientation sont extrêmement impératives et péjoratives, leur impact sur l'existence d'un individu est important et peut générer des états pathologiques. Les processus cognitifs. Les processus cognitifs sont des règles logiques de transformation et de sélection de l'information. Donc les processus cognitifs sont des règles logiques de transformation et de sélection de l'information. Dans le quotidien de son existence, un individu reçoit en permanence des informations en provenance de son environnement. Il doit alors les hiérarchiser et les sélectionner en fonction de l'activité dans laquelle il est engagé. Par exemple, lorsqu'un employé est en conversation avec son patron, il place en arrière-plan les informations telles que « c'est l'heure de la pause »,« mon collègue doit me mettre un dossier »,« mon collègue qui doit me rendre un dossier vient d'arriver », ou encore le ciel bleu aperçu par la fenêtre m'indique qu'il fait beau ce matin. Donc par exemple, lorsqu'un employé est en conversation avec son patron, il place en arrière-plan les informations telles que « c'est l'heure de la pause »,« mon collègue qui doit me remettre un dossier vient d'arriver », ou encore le ciel bleu aperçu par la fenêtre m'indique qu'il fait beau ce matin. Si chaque information avait la même valeur, il ne pourrait pas faire de choix et passerait d'une action à l'autre sans cohérence. Il doit donc donner de l'importance aux informations qui ont le plus de valeur à un moment donné en fonction du contexte. C'est là qu'interviennent les processus cognitifs. La sélectivité et l'intensité de l'attention, la catégorisation, la conceptualisation, la mémorisation, le raisonnement, entre parenthèses déduction, induction, abduction, analogie, ensuite la formation de représentation et la communication. Ces processus fonctionnent de manière automatique, mais le sujet peut agir sur eux de manière volontaire. Dans certaines pathologies, les troubles psychotiques par exemple, ces processus ne sont pas opérants. Les événements cognitifs. Les événements cognitifs sont les traductions internes des informations qui parviennent au sujet en provenance de son environnement ou de son organisme. Les pensées discursives, les images mentales, les sensations, les émotions. Ces informations envahissent en permanence le champ de la conscience,
mais nombre d'entre elles restent hors de ce champ. Du normal au pathologique. Les informations perçues par un sujet sont systématiquement traitées par le biais des processus cognitifs. Nous venons de le voir, ces derniers traitent l'information en fonction des situations vécues et sont également influencés par le type de structures inconscientes qui ont été sculptées progressivement au décours de l'histoire d'un individu. L'influence des schémas, entre parenthèses structure profonde, sur les événements cognitifs, entre parenthèses structure superficielle, se fait donc par l'intermédiaire des processus cognitifs. Donc l'influence des schémas sur les événements cognitifs se fait donc par l'intermédiaire des processus cognitifs. Ces processus permettent de passer des schémas inconscients aux pensées préconscientes, entre parenthèses automatiques, puis à la pensée consciente. Donc ces processus permettent de passer des schémas inconscients aux pensées préconscientes, puis à la pensée consciente. Le principe de consonance cognitive. Le fonctionnement psychique nécessite une cohérence forte entre les schémas inconscients, exprimés par les postulats conscients, et les expériences vécues par le sujet. C'est le principe de consonance cognitive. Ces 5 étages de fonctionnement sont en cohérence les uns avec les autres grâce au principe de consonance cognitive qui consiste à offrir au sujet une unité de traitement dans l'appréhension des informations reçues sur lui-même et sur le monde. Par exemple, un sujet ayant intégré un schéma de méfiance vis-à-vis de l'autre vit en permanence avec la certitude que l'autre n'est pas fiable. Pour confirmer cette absence de fiabilité, il sélectionne en permanence les informations qui confirment son schéma. C'est la consonance, je vais y arriver, c'est la consonance cognitive. Et infirme celles qui sont en opposition avec lui, c'est-à-dire celles qui sont en dissonance cognitive. Il y a assimilation de la réalité du schéma. Donc le processus de consonance cognitive, donc d'abord les postulats, entre parenthèses, ce sont les formes conscientes verbales des schémas. Ensuite, on a donc ces postulats influencent les processus cognitifs, qui sont le traitement de l'information, et les processus cognitifs influencent les événements cognitifs, que sont les pensées, les images mentales, les émotions. Donc au départ, on a les postulats qui influencent les processus cognitifs, qui influencent les événements cognitifs. Lorsque les schémas sont trop rigides ou trop péjoratifs, ils génèrent alors souffrance et inadaptation et entraînent un rapport au monde biaisé. C'est la pathologie. Alors, un exemple. À chaque fois qu'une personne sourit à Léo, celui-ci pense qu'elle est animée de mauvaises intentions vis-à-vis de lui. Si une femme lui sourit au restaurant, il pense qu'elle se moque de lui. Si c'est un collègue, que celui-ci a préparé un mauvais coup dans son dos et qu'il s'en réjouit d'avance, etc. Ce principe de consonance cognitive est bien illustré dans le cas de Léo, qui se trouve sous l'influence d'un schéma lui imposant la méfiance vis-à-vis de l'autre. Ce schéma lui impose donc une compréhension de son environnement qui confirme ce schéma. Le sourire de l'autre ne peut que représenter moquerie ou mauvaise intention. C'est le fonctionnement paranoïaque. Les différents fonctionnements, les différents dysfonctionnements, donc dysfonctionnements des processus cognitifs, les différents dysfonctionnements des processus cognitifs. Les distorsions cognitives sont des portes d'entrée dans l'univers cognitif du sujet. Alors nous avons l'inférence arbitraire, l'abstraction sélective, la surgénéralisation, la minimalisation, la personnalisation, le déni ou disqualification du positif,
le raisonnement émotionnel et la lecture de pensée d'autrui. Donc on va commencer par l'inférence arbitraire, qui consiste à tirer des conclusions sans preuve. C'est imaginer un scénario catastrophique qui a peu de chances de se réaliser. Entre guillemets, si je parle à cette femme, elle va rire, tout le monde va se retourner, se moquer de moi. Je vivrai le moment le plus ridicule de mon existence. Voilà un exemple d'inférence arbitraire. Ensuite, l'abstraction sélective ou filtre mental consiste à se centrer sur un détail d'une situation en occultant le contexte global. Ensuite, la surgénéralisation qui consiste à étendre à toutes les situations possibles une expérience négative vécue dans une situation isolée. La minimalisation consiste à attribuer une plus grande valeur aux échecs et aux événements négatifs, et à dévaloriser les réussites ainsi que les situations heureuses. Ensuite, la personnalisation qui consiste à surestimer les relations entre les événements défavorables et l'individu. Par exemple, 2 points, c'est de ma faute si ma femme m'a quitté. Ensuite, le déni ou disqualification du positif, qui se manifeste par exemple par une affirmation telle que 2 points, c'est un hasard si j'ai réussi. Ensuite, le raisonnement émotionnel, c'est présumer que ce que l'on ressent correspond à la réalité. Et enfin, la lecture de pensée d'autrui, c'est déduire que quelqu'un pense quelque chose de négatif sur soi sans l'avoir vérifié. Par exemple, il ne m'a pas tenu la porte de l'ascenseur, donc il veut m'éviter. Un exemple. Jean est employé dans les bureaux d'une entreprise de service. Il est inhibé, peu sûr de lui et en retrait dans son rapport à l'autre. Il a l'impression de ne jamais être à sa place et de ne jamais parvenir à réussir ce qu'il entreprend. Aussi, il n'entreprend rien. Il est sous l'influence d'un schéma cognitif de dévalorisation, se manifestant par des postulats du type « tu ne vaux rien », « tu ne réussiras jamais rien ». Selon le principe de consonance cognitive, il sélectionne toujours dans son environnement des informations qui confirment la vérité de ce schéma. Lorsqu'un jour le supérieur hiérarchique du bureau dans lequel il travaille vient dire au groupe de professionnels qu'il faut qu'ils se mobilisent tous parce que les objectifs du bureau n'ont pas été atteints, Jean est persuadé que son chef l'a principalement regardé en disant cela, et que c'est donc lui qui est le plus concerné par la remarque. De plus, il réinterprète, a posteriori, différents événements, et en particulier le fait que cela fait plusieurs jours que son chef a changé de comportement vis-à-vis de lui, et qu'il se montre plus froid et distant que d'habitude. Il ne lui viendra pas à l'esprit que ce même chef a subi lui-même une remarque désagréable de son propre supérieur, ce qui lui a miné son humeur. Cette compréhension orientée des événements est une distorsion par personnalisation et inférence arbitraire des processus cognitifs de traitement de l'information. C'est le caractère excessivement rigide des distorsions des processus cognitifs et leur utilisation massive qui signe un état pathologique. Dans ce cas, les symptômes, entre parenthèses perte de l'estime de soi, angoisse, incapacité à agir, etc., sont à comprendre comme des traductions cliniques de la perturbation du traitement de l'information. Un schéma cognitif péjoratif, de dangerosité du monde par exemple, impose au sujet sa confirmation régulière dans les rapports qu'il entretient avec le monde. Il vit donc dans un monde qu'il perçoit comme dangereux, ce qui est certes angoissant et contraignant, mais qui lui permet de conserver une impression de cohésion et d'accord avec lui-même, entre parenthèses, et son histoire.
car ce qu'il constate correspond à ce qu'il pense et à ce qu'il ressent. Cependant, à un moment donné, le décalage entre la réalité partagée et celle perçue par le sujet est tel qu'elle crée des difficultés dans ses interactions avec le monde. C'est le symptôme. Les thérapeutes cognitivistes postulent que chaque trouble psychopathologique peut être mis en relation avec des schémas spécifiques. Schéma d'interprétation négative des événements, entre parenthèses dépression, schéma de danger, entre parenthèses phobie, attaque de panique, et schéma de surresponsabilité, entre parenthèses trouble obsessionnel compulsif, etc. Les points clés à retenir. Selon le modèle cognitif, chaque individu se construit sa vision subjective du monde et organise sa relation avec lui en fonction du sens qu'il donne aux informations qu'il reçoit. Les systèmes de croyance, de pensée et d'interprétation de la réalité d'une personne ont un impact sur ses émotions et ses comportements. Les schémas cognitifs correspondent à des croyances inconscientes acquises par l'éducation, l'apprentissage social et les expériences individuelles. Ils sont stockés dans la mémoire. À partir des schémas cognitifs, l'individu se forge des règles et des principes qui vont régenter sa vie de façon inconsciente, ceux-ci s'exprimant de façon consciente par des postulats cognitifs, entre parenthèses, ensemble de règles de vie. Les processus cognitifs correspondent aux mécanismes de transformation et de sélection de l'information qui sont à l'œuvre dans le psychisme d'un individu. Entre parenthèses, classement, catégorisation, mémorisation, etc. Le principe de consonance cognitive correspond à un besoin fondamental du fonctionnement psychique exigeant une cohérence entre les schémas inconscients et les expériences vécues par un individu. Celui-ci va chercher à éliminer les informations qui sont en disharmonie avec ces schémas internes, c'est-à-dire ceux qui sont en dissonance cognitive avec eux. L'état pathologique apparaît quand les schémas cognitifs deviennent trop rigides ou trop péjoratifs, générant souffrance et inadaptation chez la personne.